Dans les terres sauvages et impitoyables du Grand Ouest, une femme blessée gît, brisée et solitaire, jusqu'à ce que le tonnerre des sabots n'annonce un tournant inattendu dans son destin. Ce qui va suivre défiera tout ce qu'elle a jamais connu. C'est ici que commence une histoire où la survie ne tient qu'à un fil. Merci infiniment d'avoir regardé et merci pour tous vos commentaires. Dites-moi à la fin si l'histoire vous a plu, d'où vous nous regardez et pourquoi vous suivez cette aventure. Le soleil brûlant des plaines frappait impitoyablement la piste poussiéreuse alors qu'Élise Valmont trébuchait en avant. Son visage était tuméfié et sa simple robe de coton déchirée. Enceinte de 5 mois, sa frêle silhouette portait à la fois le poids de l'enfant à naître et le fardeau de la honte imposée par la ville frontalière qu'elle venait de fuir. Nous étions en 1867, et l'Ouest demeurait une contrée farouche et sans pitié, surtout pour une femme dans sa condition. « Encore un petit effort !» se chuchotait-elle à elle-même, une main protégeant son ventre arrondi. « Nous trouverons un endroit sûr. » Élise avait été l'institutrice respectée de Val-des-Saules, jusqu'à ce que sa grossesse ne devienne visible. Sans mari, pour revendiquer la paternité, les habitants s'étaient retournés contre elle avec une rapidité brutale. Ils ignoraient tout de l'agression qu'elle avait subie aux mains d'un riche éleveur de bétail de passage qui avait pris ce qu'il voulait avant de disparaître vers la frontière. Ce matin-là, après des semaines de murmures et de mépris, les notables de la ville avaient décidé de faire d'elle un exemple. Le shérif et 3 hommes l'avaient traînée jusqu'au centre de la ville, où elle avait été publiquement humiliée et frappée à plusieurs reprises. Ses appels à la clémence étaient tombés dans l'oreille de sourds. « S'il vous plaît, le bébé !» avait-elle supplié. Mais le shérif n'avait fait que ricaner. « Tu aurais dû y penser avant de déshonorer cette ville honnête avec tes mœurs légères », avait-il craché, levant la main pour un nouveau coup. C'est alors que la vieille, Madame Dumas, était intervenue, distrayant les hommes juste assez longtemps pour qu'Élise puisse se libérer et courir. Elle avait fui sans direction précise, sans provision, avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et la vie qui grandissait en elle. Maintenant, des heures plus tard, la déshydratation et l'épuisement menaçaient de la terrasser. Le paysage autour d'elle était étranger et hostile. Des affleurements rocheux, quelques arbres rabougris et une poussière infinie. Ses jambes cédèrent finalement alors qu'elle s'effondrait près d'un filet d'eau asséché. « Je suis désolée, mon petit, » murmura-t-elle, des larmes traçant des sillons clairs sur son visage maculé de terre. « Je ne sais pas si nous allons nous en sortir. » Alors que sa conscience commençait à vaciller, le sol sous elle sembla trembler. À travers ses paupières mi-closes, elle vit des nuages de poussière s'élever au loin. Des cavaliers approchaient, au moins une douzaine. Leur silhouette distinctive et la façon dont ils ne faisaient qu'un avec leur monture lui dirent immédiatement qui ils étaient. Des guerriers des plaines. Élise avait entendu les récits de raids, de captifs enlevés, de vies détruites. Pourtant, dans son état actuel, elle ne pouvait plus ressentir de peur. La mort entre leurs mains serait peut-être plus rapide que la lente torture de la soif et des éléments. Les guerriers l'encerclèrent, leurs expressions méfiantes et curieuses. Elle ne fit aucune tentative pour fuir. Il n'y avait nulle part où aller. Un homme mit pied à terre. Plus grand que les autres, il émanait de lui une dignité silencieuse. Contrairement aux autres,
Il portait un mélange de vêtements traditionnels et d'objets manifestement pris dans les colonies blanches. Une veste d'officier de cavalerie sur des jambières en peau de daim, et autour de son cou, de manière incongrue, une montre en argent au bout d'une chaîne. C'était Loup Noir, chef de guerre de cette bande d'Arapaho, bien qu'Élise ne pût le savoir. Sa réputation parmi les colons blancs était redoutable, celle d'un pillard impitoyable qui avait maintes fois déjoué les tentatives de la cavalerie américaine de confiner son peuple dans des réserves. Parmi les siens, il était respecté pour sa sagesse et son courage, s'étant élevé au commandement grâce à ces deux qualités. Loup Noir s'approcha lentement, ses yeux sombres évaluant son état, les bleus, la robe déchirée et surtout son ventre rond. Il dit quelque chose dans sa langue natale aux autres qui restèrent en selle, observant intensément. « De l'eau !» chuchota Élise, rassemblant ses dernières réserves de force. À sa grande surprise, le chef s'agenouilla près d'elle et lui offrit sa propre outre. Alors qu'elle buvait avec gratitude, son regard parcourut ses blessures avec une colère croissante. Dans un anglais hésitant mais compréhensible, il demanda « Qui a fait cela à toi et enfant ?»« Ma ville, » réussit-elle à répondre. « Ils ont dit que j'apportais la honte. » Le visage de Loup Noir se durcit. Il avait assez vu la société blanche pour comprendre ce qui s'était passé. Une femme seule, avec un enfant et sans mari, traitée comme moins que rien. Il s'adressa de nouveau à ses guerriers. Il y eut une discussion, peut-être un désaccord, mais il était clair qui commandait. Finalement, il se tourna vers Élise. « Tu viens avec nous, toi et enfant, en sécurité maintenant. » Avant qu'elle ne puisse répondre, les ténèbres l'envahirent complètement. La dernière sensation qu'elle éprouva fut d'être soulevée par des bras puissants. Son corps était trop faible pour résister au destin qui l'attendait. Loup Noir tenait la femme inconsciente avec précaution, conscient de sa condition. En regardant son visage meurtri, il prit une décision qui allait changer leurs deux vies à jamais. « Tu seras ma souveraine », déclara-t-il doucement dans sa langue maternelle. Une déclaration qu'aucun des colons blancs n'aurait attendue d'un homme qu'il considérait comme un sauvage. « Personne ne vous fera plus de mal, à toi ou à ton enfant. » Alors que la bande de guerriers s'éloignait avec Élise, la poussière retomba sur la piste vide derrière eux, effaçant toute trace de la rencontre. Dans l'immensité des plaines, une nouvelle histoire commençait, une histoire qui défiait les attentes de deux mondes en collision. Élise s'éveilla à l'odeur de viande grillée et au doux murmure de voix inconnues. Pendant un instant, la désorientation embrouilla son esprit avant que les souvenirs n'affluent. Le passage à tabac public, sa fuite désespérée et les guerriers qu'il avait trouvés. Ses mains allèrent immédiatement à son ventre, le soulagement l'envahissant alors qu'elle sentait le mouvement rassurant de son enfant à l'intérieur. Elle était allongée sur des fourrures douces à l'intérieur d'un tipi. Ses plaies avaient été nettoyées et pansées avec une sorte de pâte aux herbes qui sentait la sauge et la terre. Sa robe déchirée avait été remplacée par un simple vêtement en peau de daim, assez ample pour accommoder sa grossesse. Le rabat du tipi s'ouvrit et une femme entra, peut-être quelques années plus âgée qu'Élise et ses 24 ans. Elle portait un bol en bois rempli de ragoût et observa Élise avec une curiosité prudente. « Toi, réveillée ?» dit la femme dans un anglais approximatif. « Mange. Chef dit toi besoin force. » Élise s'assit lentement, acceptant le bol avec des mains tremblantes. « Merci. Je m'appelle Élise, Élise Valmont. »
La femme hocha la tête mais n'offrit aucun nom en retour. Tandis qu'Élise mangeait le riche ragoût de viande de bison et d'oignons sauvages, elle rassembla son courage pour demander « Pourquoi m'a-t-il amené ici? Que veut-il de moi ?» L'expression de la femme resta neutre. « Loup noir voit quelque chose en toi. Il dit « Ton esprit fort comme femme Arapaho. Maintenant, repose. Chef, venir bientôt. » Sur ce, elle se glissa hors du tipi, laissant Élise seule avec ses pensées. Dehors, elle pouvait entendre les bruits de la vie du camp, des enfants qui riaient, des chiens qui aboyaient, le tapotement rythmé de quelqu'un travaillant à l'artisanat, des sons normaux qui contrastaient vivement avec sa situation anormale. 1 heure passa avant que le rabat du tipi ne s'ouvre à nouveau et que Loup Noir n'entre. Sous cette lumière plus vive, Élise pouvait le voir distinctement. Grand pour un Arapaho, avec un regard pénétrant et un visage qui racontait à la fois les épreuves et la force. Malgré elle, elle ne ressentait aucune peur en sa présence. « Tu vas mieux ?» demanda-t-il en s'asseyant ailleurs face à elle. « Oui, » répondit Élise. « Merci de m'avoir aidé, mais je ne comprends pas pourquoi. » Loup Noir garda le silence un long moment. « Mon peuple a un mot, Taïbo. Cela signifie personne blanche, mais cela veut aussi dire ennemi, car c'est ce que l'homme blanc a été pour nous, prenant nos terrains de chasse, tuant les bisons, brisant les traités. » Il effleura la montre en argent à son cou. Ceci appartenait à un capitaine de l'armée qui disait venir en paix. Puis, il a essayé d'empoisonner notre eau. Je l'ai gardé pour me souvenir de son mensonge. Élise baissa les yeux, incapable de nier la vérité de ses paroles. « Mais toi, poursuivit Loup Noir, sa voix s'adoucissant légèrement, tu es différente. Rejetée par ton propre peuple, portant une nouvelle vie parmi nous. Tous les enfants sont des trésors, toutes les mères sont honorées. » Il ne comprenait pas, murmura Élise, les larmes aux yeux. Ce n'était pas mon choix de... Tu n'as pas besoin de me le dire, l'interrompit Loup Noir. J'ai vu la guerre. Je sais ce que les hommes infligent aux femmes. Sa franchise la surprit, mais lui apporta aussi un soulagement inattendu. À Val-des-Saules, personne ne lui avait permis de parler de l'agression. Son statut de victime avait été traité comme une faute de sa part. « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» demanda-t-elle. L'expression de Loup Noir resta impassible. « Tu restes avec mon peuple jusqu'à ce que l'enfant vienne. Apprends nos coutumes. Ensuite, tu choisis. Rester ou partir. Et si tu choisis de partir, je t'emmène en lieu sûr, un fort de l'armée ou une colonie pacifique. » Il hésita avant d'ajouter « Mais il y a un autre chemin. Tu pourrais devenir mon épouse. » Élise eut le souffle coupé, incapable de cacher son choc. « Votre épouse? Mais je suis une femme qui a souffert. » « Une femme forte qui a survécu, » termina-t-il pour elle. « Ma première femme est morte il y a 2 hivers, de la maladie de l'homme blanc qui fait tousser. Je n'ai pas d'enfant. En tant qu'épouse, toi et ton enfant auriez protection pour toujours. Est-ce pour cela que vous avez dit que je serais votre souveraine ? » demanda Élise, se souvenant de ces mots avant de perdre conscience. L'ombre d'un sourire traversa le visage de Loup Noir. « Tu as entendu cela ? » ?»« Oui. Parmi ma bande, la femme du chef a une place élevée, respectée. Personne n'oserait te faire de mal. » L'esprit d'Élise vacillait sous les implications. Il y a 1 semaine, elle était institutrice dans une ville frontalière. Maintenant,
un chef de guerre, lui proposer le mariage. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Tout cela est si soudain. » Loup Noir hocha la tête en se levant. « Du temps, tu en auras. Dans 4 jours, nous déplaçons le camp vers le nord pour suivre les bisons. D'ici là, tu décides. » Après son départ, Élise posa ses 2 mains sur son ventre, sentant les mouvements doux de son enfant. « Que devons-nous faire, mon tout petit ?» chuchota-t-elle. « Quelle est notre place dans ce monde ?» Dehors, le camp poursuivait ses rythmes quotidiens, inconscient du tumulte dans son cœur. Cette nuit-là, alors qu'elle restait éveillée à regarder les ombres danser sur les parois du tipi, Élise réalisa que pour la première fois, depuis la découverte de sa grossesse, elle ressentait quelque chose d'inattendu, l'espoir. Les jours suivants apportèrent une étrange nouvelle routine. La femme qui lui avait apporté de la nourriture, Fleur de Matin, devint son guide dans la vie du camp. Bien que la communication fût difficile, Élise commença à apprendre des mots et des phrases simples, tandis que Fleur de Matin pratiquait son anglais limité. Élise observait la communauté avec son œil d'institutrice, attentive aux détails. Les enfants couraient librement, aimés et surveillés par tous les adultes. Les femmes travaillaient à tanner les pots ou à préparer la nourriture, leurs conversations ponctuées de rires. Les guerriers entretenaient leurs armes ou entraînaient les plus jeunes, leurs mouvements précis et déterminés. Le plus surprenant était la façon dont Loup Noir interagissait avec son peuple, non pas avec l'autorité tyrannique qu'elle aurait pu attendre, mais avec une consultation respectueuse. Il écoutait plus qu'il ne parlait, semblant valoriser la contribution de chacun. Le 3e jour, alors qu'Élise était assise devant le tipi, regardant des femmes gratter une peau de bison, un petit garçon d'environ 4 ans s'approcha d'elle avec précaution. Il tendit un petit cheval de bois sculpté, disant quelque chose qu'elle ne put comprendre. Il dit « C'est un cadeau pour ton bébé », traduisit Fleur de Matin, apparaissant aux côtés d'Élise. Son père l'a fabriqué. Élise accepta le jouet avec un sourire, touchant doucement la tête du garçon en remerciement. « Qui est son père ?» L'expression de Fleur de Matin s'adoucit. « Loup Noir, c'est Petit Faucon, le fils de sa sœur. Elle est morte, en même temps que la femme du chef. Il n'a pas d'enfant par le sang, mais il s'occupe de Petit Faucon comme du sien. » Alors que le garçon retournait à ses jeux, Élise observa Loup Noir à travers le camp, instruisant de jeunes hommes aux techniques de l'arc. Le voir avec Petit Faucon le montrait sous un jour nouveau, non seulement comme un chef de guerre, mais comme un homme capable de tendresse. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les plaines dans un flamboiement d'orange et d'or, Élise prit sa décision. Peu importe ce qui l'attendait dans cette vie inattendue, elle offrait plus de dignité et d'espoir que de retourner dans un monde qu'il avait rejeté. Demain, elle donnerait sa réponse à Loup Noir. Le campement se déplaça comme un organisme vivant à travers les plaines. Les tipis furent démontés et reconstruits avec une efficacité rodée. 3 semaines avaient passé depuis qu'Élise avait accepté la proposition de Loup Noir, et durant ce temps, sa compréhension de sa nouvelle vie s'était considérablement approfondie. La cérémonie qui avait fait d'elle l'épouse de Loup Noir avait été simple selon les normes blanches, mais riche de sens. Elle avait été vêtue d'une robe spéciale en peau de daim, ornée de perles complexes, ses cheveux tressés avec des bandes de fourrure de lapin par les femmes âgées de la tribu. Loup Noir lui avait offert un cadeau, un couteau.
aux manches en os, symbolisant son droit de se protéger elle-même et ceux sous sa garde. Ils s'étaient tenus ensemble, devant toute la bande, tandis qu'un ancien prononçait des mots qu'Élise ne pouvait comprendre, mais qu'elle ressentait au fond de son cœur, au moment où Loup Noir plaçait un collier de perles autour de son cou, scellant leur union. Elle avait vu quelque chose dans ses yeux qui transcendait leur monde différent, du respect, et peut-être la graine de quelque chose de plus profond. Maintenant, alors que la bande voyageait vers le nord en suivant les troupeaux de bisons, Élise chevauchait une jument douce que Loup Noir avait spécialement choisie pour elle. Sa grossesse avançait, son ventre désormais bien rond sous ses vêtements de peau. La guérisseuse de la tribu, une femme âgée nommée « Celle qui voit loin », l'examinait régulièrement, utilisant des herbes et de légères pressions pour s'assurer que le bébé grandissait correctement. « Tu apprends vite », fit remarquer Fleur de Matin alors qu'elle chevauchait côte à côte. Dans les semaines qui avaient suivi l'arrivée d'Élise, les deux femmes avaient tissé une amitié qui comblait le fossé entre leurs cultures. L'anglais de Fleur de Matin s'était amélioré autant que la maîtrise d'Élise des expressions locales. « Je le dois bien, » répondit Élise avec un léger sourire. « C'est ma vie désormais. »« Tu ne regrettes pas ton choix ?» demanda Fleur de Matin, le visage grave. Élise considéra la question avec soin. « Les livres me manquent, » admit-elle. « Enseigner la lecture aux enfants me manque. Mais le jugement, la cruauté, cela ne me manque pas. Ici, personne ne regarde mon ventre avec dégoût. » Fleur de Matin hocha la tête. Un enfant est toujours une bénédiction. Les Blancs sont étranges de penser autrement. Tandis qu'ils voyageaient, Élise remarqua que Loup Noir chevauchait fréquemment en avant avec les éclaireurs, puis revenait vérifier la progression de la bande. Chaque fois qu'il passait, ses yeux trouvaient les siens, une reconnaissance silencieuse passant entre eux. Leur relation restait respectueuse mais distante. Il n'avait pas insisté pour obtenir l'intimité physique du mariage, semblant comprendre son besoin de temps et de guérison. Un soir, alors que le camp s'installait pour la nuit, Petit Faucon apparut à leur tipi, son petit visage sérieux, marqué par l'importance de son message. « Oncle dit venir », dit-il à Élise dans sa langue, utilisant des mots simples qu'elle pouvait comprendre. « Voir quelque chose ». Curieuse, Élise suivit le garçon jusqu'à la lisière du camp où Loup Noir se tenait, observant le coucher du soleil. Alors qu'elle approchait, il pointa du doigt une colline lointaine où un spectacle magnifique se déployait. Un troupeau de chevaux sauvages galopait sur la crête, leurs crinières volant au vent, leur corps se découpant en silhouette contre le ciel cramoisi. « Magnifique !» souffla Élise, oubliant momentanément la barrière de la langue. « Des mustangs !» dit Loup Noir, utilisant le mot dérivé de l'espagnol. « Des esprits libres, comme toi. » Surprise par la comparaison, Élise lui jeta un coup d'œil. « Je ne suis pas libre. J'étais piégée dans un monde, et maintenant, j'en ai choisi un autre. » Loup Noir secoua la tête. « Pas pareil. Tu choisis. Le choix, c'est la liberté. » Il fit de nouveau un geste vers les chevaux. Ils choisissent où courir, quand s'arrêter. Personne ne leur donne d'ordre. Alors qu'il regardait les mustangs disparaître à l'horizon, Élise sentit quelque chose bouger en elle. Pas seulement le bébé, mais quelque chose dans son cœur. Loup Noir avait vu en elle une chose qu'elle n'avait peut-être pas reconnue elle-même.
« Merci de m'avoir montré cela, » dit-elle doucement. Il hocha la tête, sa main effleurant brièvement la sienne, le premier contact de ce genre qui l'initiait. « Demain, nous atteindrons un bon terrain de chasse. Nous resterons plusieurs jours. Un bon endroit pour te reposer avant que le bébé ne vienne. » Le lendemain, ils arrivèrent dans une vallée verdoyante où un ruisseau clair traversait des prairies riches en gibier. La bande établit le camp avec un air de fête. C'était clairement un lieu de prédilection qu'ils avaient utilisé auparavant. Au fil des jours, Élise se retrouva de plus en plus intégrée au rythme de la vie de la tribu. Les femmes lui apprirent à préparer les pots, à identifier les plantes comestibles, à confectionner les décorations de perles dont elle tirait tant de fierté. En retour, elle commença à enseigner quelques mots d'anglais aux enfants, traçant des lettres dans la terre avec un bâton, comme elle l'avait fait autrefois sur le tableau noir de l'école. Loup Noir observait ces leçons improvisées avec une approbation silencieuse. Un soir, il rejoignit le cercle des enfants, s'asseyant en tailleur parmi eux, alors qu'Élise leur apprenait à compter. « L'enseignement te manque ?» observa-t-il plus tard, alors qu'ils étaient assis devant leur tipi, la nuit animée par le chant des grillons et les cris lointains des coyotes. « Oui, » admit-elle, « c'était ma vocation. » Il réfléchit à cela, tournant pensivement sa montre en argent entre ses doigts. Peut-être que la vocation te suit, qu'elle ne reste pas à un seul endroit. Avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation s'éleva à la lisière du camp. Les guerriers se rassemblaient, armes à la main, réagissant à quelque chose qu'Élise ne pouvait voir. Loup Noir se leva immédiatement, sa posture tendue. « Reste ici !» ordonna-t-il, avant de se diriger à grands pas vers le trouble. Depuis l'ombre entre les tipis, Élise regarda 3 cavaliers être escortés dans le camp, des éclaireurs de la cavalerie. Leurs uniformes bleus étaient inconfondables, même à la lueur du feu. La peur lui serra le cœur. Les relations de l'armée avec la tribu étaient fragiles au mieux, ouvertement hostiles au pire. Les éclaireurs parlèrent avec Loup Noir par l'intermédiaire d'un interprète métis qui voyageait avec la bande. Bien qu'elle ne pût entendre leurs paroles, la tension était palpable. Après ce qui sembla être une éternité, les éclaireurs remontèrent à cheval et s'éloignèrent, leur posture rigide d'une hostilité à peine contenue. Lorsque Loup Noir revint à leur tipi, son visage était grave. « Que voulait-il » demanda Élise, sa main protégeant son ventre. « L'armée construit un nouveau fort, à 3 jours de cheval vers l'est, » répondit-il. « Ils disent que tous les miens doivent aller dans une réserve ou être considérés comme hostiles. » Sa mâchoire se crispa. « Nous avons jusqu'à la prochaine pleine lune pour décider. »« Et si vous refusez ?»« Alors ils viendront avec beaucoup de soldats, beaucoup de fusils. » Les yeux de Loup Noir reflétaient la lueur du feu, sombre de la connaissance de ce qu'une telle confrontation signifierait. « Je dois parler avec les anciens maintenant. » De longues heures de discussion. Alors qu'il se tournait pour partir, Élise lui saisit le bras. « Laisse-moi aider. Je sais comment pensent les hommes blancs, comment fonctionne l'armée. Il y a peut-être un moyen. » Loup Noir étudia son visage un long moment. « Tu parlerais pour nous, même contre ton propre peuple ? » « Vous êtes mon peuple maintenant, » dit Élise, surprise par la conviction dans sa voix. « Cet enfant naîtra parmi vous, pas parmi les Blancs. Je veux un avenir pour nous tous. » Quelque chose changea dans l'expression de Loup Noir, un adoucissement,
une reconnaissance. Sans prévenir, il se pencha et l'embrassa doucement, sa main venant toucher son visage avec une tendresse inattendue. « Alors viens, dit-il en se reculant, que ta voix soit entendue. » Cette nuit-là, Élise siégea au conseil avec les chefs de la tribu, la seule femme, la seule personne blanche, et entama le travail délicat de bâtir un pont entre deux mondes. Tandis que les discussions se prolongeaient tard dans la nuit, elle sentit son enfant bouger en elle, comme pour affirmer la justesse du chemin qu'elle avait choisi. Le soleil matinal étirait de longues ombres à travers la vallée lorsqu'Élise se tint devant le tipi qu'elle partageait avec Loup Noir, observant une ligne de cavaliers approcher du campement. Son cœur s'accéléra à la vue des uniformes bleus des officiers de cavalerie, mais elle retrouva son calme en prenant une profonde inspiration. Ce moment avait été méticuleusement orchestré au cours de semaines de négociations. Enceinte de près de 8 mois, le corps d'Élise s'était complètement transformé. Elle portait désormais ses cheveux à la manière des femmes de la tribu. Sa peau était hâlée par le soleil, et son maintien reflétait l'assurance tranquille qu'elle avait développée parmi son peuple d'adoption. Le collier de perles que Loup Noir lui avait offert lors de leur union reposait bien en vue autour de son cou, déclaration silencieuse de son identité choisie. « Ils arrivent !» dit Loup Noir en apparaissant à ses côtés. Il avait revêtu ses plus beaux vêtements de peau, des plumes d'aigle dans les cheveux signifiant son rang. La montre en argent pendait toujours à son cou, rappel des trahisons passées qui dictaient sa prudence face à cette rencontre. « Es-tu prête ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant les siens. Élise hocha la tête. « Aussi prête que je ne le serai jamais. » Dans les semaines qui avaient suivi la visite des éclaireurs, Élise avait travaillé sans relâche aux côtés de Loup Noir et des anciens pour forger un accord sans précédent. Utilisant sa connaissance des procédures gouvernementales et la compréhension aiguë de la négociation qu'avait Loup Noir, ils avaient rédigé une proposition susceptible d'épargner à leur bande le sort funeste réservé à tant d'autres. Ce destin qui s'était abattu sur tant de peuples, le déplacement forcé ou l'extermination. Les officiers de cavalerie mirent pied à terre à l'orée du camp, menés par le capitaine Mercer, un homme dont la réputation d'équité envers les tribus était parvenue jusqu'aux oreilles des Arapaho. Élise avait spécifiquement demandé sa présence par le biais de messages portés par des commerçants de confiance. Loup Noir s'avança pour accueillir les visiteurs, sa posture fière mais sans agressivité. Élise resta légèrement en retrait, comme il seyait à l'épouse d'un chef, mais suffisamment visible pour que les officiers puissent la voir clairement. Une femme blanche, manifestement enceinte, vêtue comme une native et se tenant fermement aux côtés du peuple de son mari. Le choc sur leur visage fut précisément la réaction qu'elle avait anticipée. « Madame Valmont ?» demanda le capitaine Mercer avec incrédulité en faisant un pas en avant. « Nous avons reçu des rapports il y a des mois indiquant que vous aviez été enlevé par des hostiles. »« Je n'ai pas été enlevé, capitaine, » répondit Élise calmement. « J'ai été sauvée, après avoir été battue et laissée pour morte par les citoyens civilisés de Val-des-Saules. » Le regard du capitaine oscilla entre Élise et Loup Noir. Réévaluant entièrement la situation, il reprit. « Je vois. Et vous vivez ici de votre plein gré. »« Je suis l'épouse de Loup Noir, » déclara-t-elle simplement, « et sur le point de devenir la mère d'un enfant qui appartiendra à nos deux mondes. Un enfant qui mérite un avenir sans guerre. » Sa franchise sembla déstabiliser les officiers, mais le capitaine Mercer recouvra rapidement son sang-froid.
Nous sommes venus discuter des termes que vous avez envoyés. Je dois dire qu'ils sont tout à fait inhabituels. » Loup Noir fit un geste vers le grand tipi du conseil préparé pour cette rencontre. « Alors nous parlons d'égal à égal. » À l'intérieur, assis en cercle sur des peaux de bison, Élise servit d'interprète entre les deux groupes. La proposition qu'ils avaient élaborée était audacieuse. La bande de Loup Noir accepterait une sédentarisation permanente, mais pas sur les terres arides et lointaines des réserves désignées par le gouvernement. Au lieu de cela, ils resteraient dans cette vallée fertile, établissant une communauté fixe où ils pourraient maintenir leur culture tout en s'adaptant aux réalités changeantes de la frontière. « Cette terre n'a aucune valeur pour les colons, » expliqua Élise, en déroulant une carte sommaire qu'ils avaient préparée. « Elle est trop éloignée des voies navigables pour le commerce, trop isolée pour les communautés agricoles, mais elle est parfaite pour le mode de vie de ce peuple. » Le capitaine Mercer fronça les sourcils. « La politique du gouvernement est claire. Toutes les tribus natives doivent être relocalisées dans les réserves désignées. »« Les politiques peuvent changer, » rétorqua Élise. « Le peuple de Loup Noir offre quelque chose de précieux en retour. La paix sur cette section de la frontière et une assistance contre les bandes hostiles qui menacent les colonies. » Les négociations se poursuivirent toute la journée, alternant entre moments de débat houleux et périodes de silence réfléchi. La position unique d'Élise, à la fois initiée et étrangère aux deux mondes, lui donnait des perspectives qu'aucun des deux camps ne possédait seul. Lorsque les esprits s'échauffaient, elle rappelait aux deux parties les enjeux. « Mon enfant naîtra dans moins d'1 mois, dit-elle, lors d'un moment particulièrement tendu. Je veux qu'il grandisse sans avoir à se cacher des soldats, ni à être confiné dans une réserve où la famine et la maladie règnent en maître. Il doit y avoir une autre voie. » Alors que le soleil commençait à se coucher, une voix inattendue se joignit à la discussion. Petit Faucon, qui avait observé silencieusement depuis l'entrée du tipi, entra dans le cercle. Dans un anglais prudent et répété qu'Élise lui avait enseigné, il s'adressa directement au capitaine Mercer. « Mon père est mort en combattant les manteaux bleus, » dit le garçon solennellement. « Loup Noir m'apprend à ne pas haïr, mais à être fort. Je veux apprendre les deux chemins, les choses de l'école des Blancs et les choses de mon peuple. » L'expression du capitaine s'adoucit en regardant l'enfant. En cet instant, la politique abstraite des relations indiennes devint soudainement humaine et immédiate. Il se tourna vers ses officiers, conférant à voix basse, avant de s'adresser à nouveau à Loup Noir. « Je ne peux pas autoriser cet accord par moi-même, dit-il finalement, mais je crois qu'il a du mérite. Je porterai personnellement votre proposition au fort des Confins et plaiderai pour sa considération. » Ce n'était pas la victoire définitive qu'ils avaient espérée, mais c'était un début. Alors que les officiers se préparaient à partir, le capitaine Mercer s'approcha d'Élise, en privé. « Vous avez choisi une voie extraordinaire, Madame Valmont, dit-il, son ton mêlant admiration et inquiétude. Êtes-vous certaine que c'est ce que vous voulez ?» Élise regarda à travers le camp, où Loup Noir se tenait avec Petit Faucon, la main de l'homme posée protectrice sur l'épaule du garçon. Dans les mois qui avaient suivi son sauvetage, Loup Noir était passé de sauveur à mari, puis à partenaire. Leur relation s'était approfondie grâce à un but partagé et un respect mutuel. Ce qui avait commencé comme un arrangement de nécessité s'était épanoui en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Un amour qui jetait un pont entre deux mondes. « Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit, capitaine, » répondit-elle. « C'est ici que je dois être. » 2 semaines plus tard,
Alors que les premières neiges de l'hiver saupoudraient la vallée, Élise donna naissance à une fille. Le travail fut long mais sans complication. Celle qui voit loin et Fleur de Matin l'assistant, tandis que Loup Noir attendait anxieusement à l'extérieur, respectant la coutume, voulant que le père soit absent lors de l'accouchement. Lorsqu'il fut enfin autorisé à entrer dans le tipi, Élise était adossée à des fourrures, le visage fatigué, mais rayonnant, berçant un petit paquet enveloppé dans la peau de daim la plus douce. « Loup Noir, dit-elle doucement, rencontre ta fille. » Il s'agenouilla près d'elle, son expression stoïque habituelle, métamorphosée par l'émerveillement, alors qu'il contemplait le visage du nourrisson. Ses traits étaient un mélange parfait de ses parents, sa peau n'étant ni tout à fait blanche, ni tout à fait celle de son peuple. « Elle est magnifique, » murmura-t-il, en effleurant doucement la minuscule main du bébé. « Comment l'appellerons-nous » Élise avait réfléchi à des prénoms tout au long de sa grossesse, pesant les options des deux cultures. Maintenant, en regardant cet enfant né entre deux mondes, elle savait. « Aurore », dit-elle dans sa langue, puis dans celle de la tribu. Écha termina Loup Noir pour elle. Première lumière, le commencement. Un nouveau commencement, acquiesça Élise. Pour nous tous. Comme si elle comprenait l'importance du moment, la petite Aurore ouvrit les yeux pour la première fois. Des yeux sombres qui semblaient détenir la sagesse de ces deux lignées. Dehors, un cavalier approchait du camp au galop. Quelques instants plus tard, Fleur de Matin fit irruption dans le tipi, le visage illuminé par l'excitation. « Le capitaine revient !» s'exclama-t-elle. « Avec des papiers !» Loup Noir échangea un regard avec Élise, avant de l'aider prudemment à se lever, le bébé bercé en sécurité dans ses bras. Ensemble, ils émergèrent du tipi pour trouver le capitaine Mercer, mettant pied à terre, une sacoche en cuir à la main. Le camp entier se rassembla, alors que l'officier s'approchait de Loup Noir et d'Élise. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue du nouveau-né, un sourire perçant son attitude officielle. « Il semble que j'arrive à un moment propice, dit-il, et c'est peut-être approprié, car j'apporte des nouvelles qui affecteront l'avenir de cet enfant. » De sa sacoche, il retira un document portant des sceaux officiels. « Le département des affaires indiennes a accepté provisoirement votre proposition avec quelques modifications. Votre bande peut rester dans cette vallée en vertu d'un traité de 5 ans, avec des conditions concernant une conduite pacifique et une coopération limitée avec l'armée. » Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas parfait. Élise voyait déjà Loup Noir noter les limites du document, mais c'était sans précédent. Une petite victoire contre le courant d'histoire qui avait balayé les peuples natifs. « Ce n'est pas tout, » poursuivit le capitaine Mercer, son regard se tournant vers Élise. « Compte tenu de votre situation unique, Madame Valmont, le gouverneur a pris un intérêt personnel à votre cas. Il a autorisé l'établissement d'une petite école ici, avec vous comme institutrice, pour servir à la fois les enfants de la tribu et ceux de la colonie la plus proche. » Élise eut le souffle coupé, les larmes aux yeux. « Une école ici ?» Le capitaine hocha la tête. « Un pont entre les communautés, tout comme vous l'êtes devenu vous-même. » Ce soir-là, alors que la bande célébrait avec des danses et un festin, Élise était assise avec Aurore, dormant paisiblement dans ses bras. Loup Noir la rejoignit, le visage contemplatif à la lueur du feu. « Tu as apporté cela ?» dit-il doucement. « Ton cœur fort a tracé un chemin là où il n'y en avait pas. » Élise s'appuya contre son épaule,
sentant la force solide qui était devenue sa fondation dans cette nouvelle vie. Nous l'avons fait ensemble, et maintenant, Aurore grandira avec le meilleur des deux mondes. Loup Noir passa son bras autour de ses épaules, la serrant contre lui. Quand je t'ai trouvé ce jour-là, battu et seul, j'ai dit que tu serais ma souveraine. Je ne savais pas alors à quel point ces mots deviendraient vrais. Alors que la fête continuait autour d'eux, Élise leva les yeux vers les étoiles éparpillées dans le vaste ciel. Le chemin qui l'avait mené ici avait été marqué par la douleur et l'incertitude, mais l'avait conduite vers une joie inattendue. Dans cette vallée, avec cet homme et leur fille nouveau-née, elle avait trouvé non seulement la sécurité, mais un but, bâtir un pont entre les mondes qui pourrait, d'une petite manière, changer le cours de l'avenir. Aurore remua dans ses bras, ses petits doigts saisissant l'air. Élise sourit, sachant que cet enfant ne grandirait ni entièrement dans un monde, ni dans l'autre, mais comme la preuve vivante que les frontières pouvaient être franchies, la compréhension favorisée et l'amour trouvé dans les endroits les plus improbables. « Notre petite Aurore, chuchota-t-elle, notre nouveau commencement. »